Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on reçoit le fondateur d'Enchanté. Il croit en la fête, la fête, la fête et encore la fête. Malgré le contexte, il a su se réinventer. Il est toujours là et plus déterminé que jamais. Générique. Frédéric Lambert, bonjour. Salut Léo, Comment ça va? ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Ravi de t'accueillir sur le plateau de Tomorrow Food. Ravi d'être là? Ça change d'habitude. Là, on est dans un contexte un peu plus formel, je dirais. Si ça te va, Fred, on va attaquer directement pour que les gens qui nous regardent comprennent un petit peu ce qu'est ton métier et ton parcours par quelques dates clés. Et j'ai envie de te dire, revenons sur une période que l'on va nommer la période agence, si tu veux bien. Avec plaisir. Je démarre? Allez, c'est parti. Bon, mon métier c'était de l'événement, agence d'événements pendant plus de 10 ans de ma vie, 2005 à 2017. 2017, une sorte de révélateur de se dire marre de faire de l'événement, un métier qui est devenu un peu moins excitant année après année. 2008, première crise, budget décisionnaire, moins présent, bref, envie de faire autre chose. Et surtout envie de construire une marque sur la durée et d'arriver au fur et à mesure à poser les briques. Un constat simple, c'est que pour nous, il manquait ces grands lieux de vie festifs. En France, on est toujours très en retard pour nous par rapport aux projets qu'on va trouver dans Amsterdam, à Berlin, à Londres, et puis plein aux États-Unis. Et ben on se dit, on y va, on les lance, et c'est comme ça que ça démarre. Et donc la date clé pour nous, c'est 2018, avec le Jardin Suspendu, première édition qu'on lance, avec une petite anecdote qui était qu'on l'a lancé le 14 juin, et que le 13 juin, il pleuvait, mais que du 1er au 13 juin, il a plu tous les jours. Et à partir du 14 juin, plus une goutte de pluie. Pour toute la saison. Pendant toute la saison. C'est magnifique. Pour rappel, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, le Jardin Suspendu, c'est un... Comment, d'ailleurs, je te laisse le définir, Frédéric. C'est un ovni. on peut le dire comme ça, c'est un ovni. Ouais. Un toit de parking, porte de Versailles, collé au périph', 3500 mètres carrés, pour en faire un grand lieu de vie festif. Tu peux venir manger, boire, faire la fête. Et tout ça dans un même endroit, c'est ce à quoi on croit. C'est comment tu arrives à lier ces trois choses-là qui, naturellement, en France, sont plutôt séparées dans un seul et même endroit, mais un endroit suffisamment big pour que l'expérience soit chouette. Et la taille est importante. La taille est importante, exactement. C'est rigolo, avant le début de l'émission, on regardait un super bouquin sur la taille. Tu regardais un super bouquin sur la taille, parce que moi, j'ai pas de problème de taille, hein, mais tu regardais un super bouquin sur la taille, je crois que c'est ça. Exactement, c'est exactement ça. C'est ça. Du coup, le Jardin Suspendu... Première expérience, donc là, assez particulière, c'est c'est pas un lieu en fixe, c'est un bar, appelons-le comme ça, un bar XXL, un lieu de fête et de boissons et de nourriture, mais qui a un début et une fin, et ça a duré combien de temps? 2 mois et demi. C'était vendu à la presse comme le rooftop XXL, le plus grand rooftop de France ou ce qu'on veut. On s'en fout un peu des qualificatifs. Mais effectivement, c'était un projet éphémère. Et quand je dis un ovni, c'est quel est le modèle d'un lieu éphémère? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on doit arriver à travailler? Nous, au début, on a travaillé en pensant que notre avenir, c'était l'éphémère. C'est-à-dire que c'était autour de ça qu'on devait travailler notre histoire, parce que l'immobilier de transition, qui est toujours un sujet aujourd'hui, c'est-à-dire comment on arrive dans l'immobilier qui est en cours de transformation, dans des quartiers en cours de transformation, à faire en sorte qu'on n'ait pas juste 2 ans de non-vie dans un quartier, le temps d'obtention des travaux, de permis de construire, etc. Et donc on a commencé, nous, dans l'éphémère. Donc 2019... c'est l'année du déploiement. On fait un premier tour de table, on fait rentrer les premiers actionnaires dans l'histoire. Je ne suis pas financier, plutôt créatif d'ADN, donc besoin d'avoir des gens ultra rigoureux autour de la table pour nous commencer à nous driver un peu et nous donner les bons tuyaux. Parce que qui dit grand, très grand lieu de vie, ça dit aussi gros cassage de gueule potentiel parce que ça coûte très cher et que le moins de dérapage, c'est x10. Oui, parce que le modèle de l'éphémère, pour le coup, est encore beaucoup plus traître que les modèles classiques. Si tu rates ta saison, tu perds beaucoup. Si tu rates ta saison, si tu maîtrises pas, et c'est ce qui s'est passé en 2019 entre autres, on a eu des super succès et des super stress avec des retards à la préfecture d'autorisation de dossier parce qu'on l'avait mal enclenché, défaut de compétences là-dessus, des problèmes de qualification de lieu, quel est le RP du lieu, comment il doit fonctionner, des gilets jaunes par-dessus ça, plus des grèves et tout d'un coup tu te rends compte que d'ouvrir 3 lieux en même temps de plus de 1500 mètres carrés, on est passé de 0 à 120 salariés en l'espace de 30 jours, ça a été un peu un challenge. Donc 2018, première saison du Jardin Suspendu, un succès? 160 000 visiteurs, c'était dingue. Oui, Franchement, 2 heures de queue tous les soirs, un truc complètement dingue.
Et ça, tu t'y attendais ou pas du tout? Non, franchement non. Évidemment qu'on vise le succès, mais dans le meilleur des cas, on avait visé 80 000 visiteurs. 80 000 visiteurs, c'était déjà bien sur un lieu de 3 500 mètres carrés avec une jauge à 1000 personnes. Ça voulait dire que tous les jours, on avait quand même 1000 personnes qui passaient. On avait 1000 500 personnes qui passaient tous les jours sur le lieu. Déjà, c'est bien. Mhm. Le carton de 160 000 visiteurs avec 2 heures de queue tous les soirs, non, absolument pas. Absolument pas. Ça a été fou. Le jour où on ouvre, donc le 14 juin, le 15 juin, on retrouve le site ravagé parce qu'il n'avait pas du tout été prévu pour autant de monde. Ouais. Donc on avait des problématiques d'exploitants basiques, hein, pas assez de bars, pas assez de toilettes. Et, On le connaît truc l'importance des chiottes dans un bar. c'est la clé, surtout qu'on vend 50% de bière. Et, et on se retrouve dans un lieu qui puait la pisse alors qu'on est en plein air. Et on s'est dit, on va jamais pouvoir rouvrir. Jamais. Et en fait, on a fait appel à une vingtaine de personnes en plus. On a tout cleané, on a tout rouvert, on a tout réadapté. 3 jours après, tout était OK et on est parti sur une saison complètement dingue qui n'a jamais désempli. C'est magnifique. Première saison, succès. Donc, premier tour de table, levée de fonds. Tu structures, tu montes une équipe. Et donc, la deuxième année, celle dont tu nous as parlé, l'année du déploiement. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, le jardin suspendu V2 au même endroit, Même endroit. le jardin défendu à la Défense et la grande surface qui était dans le 9e arrondissement, Ouais, c'est ça? un ancien Monoprix, 1500 mètres carrés qu'on a transformé en une galerie d'art un peu déjantée. Et top parce que plein de projets qui sont tous différents, passionnants et qui nous permettent de tester notre modèle. Nous, dans notre modèle, on croit au grand lieu de vie festif. Mais qu'est-ce que ça veut dire festif? Et jusqu'où ça va? Où on l'arrête? Où on le commence? Donc on sait jusqu'où on peut le porter sur le festif, mais on ne sait pas à partir de quand on commence à appeler ça festif. Nous, on appelle ça finalement de l'animation au sens générique du terme. Et surtout, comment cette animation-là rentre dans ton business model. À partir de quand ça te coûte de l'argent, à partir de quand ça t'en rapporte. Donc on a tout testé. Ça allait des roller parties en passant par les bingo drag queen avec les solutions de karaoké les plus simples. Et puis, on a vu ce qui était vraiment l'attente de nos consommateurs et comment ça s'intégrait dans le business model. Ça, c'est ce qu'on a vraiment tout mis à plat. Et sur des modèles aussi bien la grande surface, un lieu fermé, que nos lieux en plein air comme le jardin suspendu ou le jardin défendu. Est-ce que le jardin défendu, c'était sur un bout du parvis de la Défense, donc Ouais. c'était en plein air comme le jardin suspendu? Absolument, sur le toit des 4 temps. Et c'était des vrais modèles. Là-dedans, on a appris plein de choses sur l'entertainment. On s'est cassé la gueule sur plein d'autres choses. Par exemple, à la Défense, à 22h, c'est vide. Mais à 22h, pile. Donc on avait un lieu qui était plein de 20h à 22h, mais on n'avait pas du tout prévu qu'à 22h01, en fait, sur le parvis de la Il y avait Défense, plus personne. t'as pas envie d'y être. C'est pas marrant. Bah ouais, c'est pas drôle. Les créneaux, et difficile d'imaginer sur des exploits si courtes, parce que pour rappel, le jardin défendu, c'est comme le jardin suspendu. Tu avais quoi, 2 mois, 3 mois, Ouais, 3 mois pareil. d'exploitation. Si tu rates un créneau que tu avais anticipé comme rémunérateur sur ton BP, j'imagine qu'il y a un moment où ça a dû te poser de sacrées questions. Ah ouais, et puis surtout, tu peux pas faire tourner une exploitation en éphémère qui ne marche que de 20h à 22h et que sur 2 mois de l'année. Il n'y a pas de modèle basé sur un truc comme ça. Et nos erreurs, bien sûr, mais on n'avait pas anticipé ça et on était persuadés, nous, que la Défense, bah, tant mieux, il n'y a pas de problème de bruit, il n'y a quasiment pas de voisins, on peut faire du bruit après 22h, génial. En fait, non, les gens à 21h59, ils sont chez eux. Et j'ai testé la dalle à 22h, je mesure 1m95, il y avait une bande autour de moi qui commençait à m'emmerder. Tu te dis, ok, je comprends, t'as pas envie d'être une nana là-bas sur le parvis, non, pas à 22h. Ça, la grande surface, on se retrouve dans un lieu en plein gilet jaune, en plein pendant les grèves, on essaye d'ouvrir le lieu, retard à la préfecture parce qu'on dépose le dossier, mais en fait il était mal déposé, on est dans le mauvais sens, dans les mauvaises qualifications ERP. Résultat, ça induit énormément de choses dans le coût, dans la façon dont on va travailler le lieu, et dans la façon dont on va le mettre en place. Tout ça, c'est ce qui nous a fait dire que oui, la demande est là. Les grands lieux de vie festifs, pas de sujet. Pour nous, c'est les lieux de demain et la Covid, pour nous, c'est un accélérateur de ça. Donc ça, c'est top. Mais ce qui est sûr, c'est que le modèle ne peut pas être celui du full événementiel. Parce que même si on a progressé en compétences là-dessus, on sera toujours confronté à une foule de difficultés liées à ça. Typiquement, la Défense, on croit toujours dans le potentiel de la Défense pour s'y installer sur le long terme, mais pas pour s'y installer sur 2 mois et demi. Ouais. Et donc, c'est là où on décide, nous, déjà, de pivoter sur un modèle d'éphémère à fixe. En étant sûr qu'on avait commencé à craquer tous les bons sujets pour arriver à faire vivre un lieu sur la partie entertainment. Comment on fait ces grands lieux de vie dans lesquels on s'amuse, dans lesquels on mange bien, dans lesquels on boit. Tout ça dans un même ensemble. On a le modèle et on se dit, on pivote
mais on le fait en fixe et plus en éphémère. L'éphémère, c'était fabuleux pour se faire connaître, faire de la com, tester des modèles, challenger nos équipes, voir ceux qui étaient partants, ceux qui n'étaient pas partants, ceux qui apportaient et ceux qui arrivaient aussi à se réinventer, parce que ça veut dire que dans les équipes, on doit avoir des gens qui arrivent à appréhender ces 3 métiers de la manière globale et totale et qui ne sont pas juste centrés, comme on a souvent en France. Moi, je suis juste restaurateur, moi, je suis juste barman, moi, je suis juste un mec de la nuit. Tout ça dans un même ensemble. Et c'est là où la Covid débarque. Donc justement, ok, une année 2019 où beaucoup d'apprentissage, des succès, des erreurs, mais en tout cas un constat assez simple. Le modèle, il faut qu'il évolue. L'élu en fixe, c'est potentiellement l'avenir d'un point de vue économique. Plein de choses testées. Et du coup, on arrive début 2020. Avant de commencer à parler de la Covid, comme tu le dis si bien, tu étais dans quel état d'esprit? Académie française, s'il te plaît. Oui, pardon, excusez-moi. S'il te plaît. Tu étais dans quel état d'esprit et le pipe de projet ressemblait à quoi au mois de janvier 2020? Alors, janvier 2020, alors plutôt septembre ou allez, octobre octobre 2019, c'est ça plutôt. L'impression d'être passé dans une immense lessiveuse. Parce que le fait vraiment de grossir de 0 à 120 salariés d'un coup d'un seul, c'est hyper challengeant parce que tu te rends compte que tu as tous les échelons à mettre en place dans la boîte et tout le management intermédiaire qui n'y est pas, donc tout qui est remonté, mais en même temps toi qui es en plein burn-out et incapable de prendre les bonnes décisions comme il faut. Donc vraiment une lessiveuse. Et ce qui est amusant, et ça c'est le rapport à l'humain, hein, mais dans ce genre de cas, les 3/4 bizarrement de tes contacts et tes copains ne donnent plus trop de nouvelles. Ouais. Tu vois, c'est le moment où tu as besoin ou tout ça, c'est pas les vrais copains, eux ils sont plus là. Les vrais copains, ils sont encore là, ils croient dans le projet. Les actionnaires, ils sont encore là, ils croient dans le projet. Ils challengent aussi. Hein. Ils disent, attends, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas le bon modèle? Pourquoi? Où il faut aller? Et c'est une période hyper dure parce que remise en question totale, avec des vraies décisions à prendre. On arrête ou on continue? Aussi simple que ça, mais quand tu as une boîte qui monte aussi vite, avec autant de notoriété, autant de monde, c'est go, no go, c'est on-off. On arrête, on continue, on repose tout à plat. En reposant à plat, moi, l'envie, je l'ai toujours, plus que jamais. Si tu es là, c'est qu'a priori, ça avance toujours. Donc, on arrête, non. J'ai toujours été persuadé, mais en même temps, ma première boîte, je l'ai montée à 29 ans, j'en ai 45. J'ai toujours été persuadé que la persévérance, c'est sans doute le talent principal d'un entrepreneur, au-delà du talent, de l'intelligence, de tout ce que les mecs doivent avoir. Moi, j'ai peut-être pas tout ça, mais au moins, j'ai la persévérance. Je bosse, je lâche pas. Et j'y crois, c'est-à-dire que je lâche rien, jamais, et que je sais me remettre en question, revoir le truc, revoir le BP, revoir le mode de fonctionnement et réadapter. Si on n'avait pas eu de consommateurs, si on n'avait pas eu de clients qui étaient venus sur nos lieux, là, il n'y a pas de sujet, ça veut dire qu'on s'est trompé parce qu'on ne répond pas à une demande et parce qu'il n'y a pas d'attente. À partir du moment où nos lieux sont pleins, c'est qu'il y a l'attente. La seule question, c'est comment on arrive à faire en sorte que ça... le modèle. Exactement. Il faut aussi dire quand même aux millions de gens qui nous regardent que c'est le moment où on se rend compte, toi et moi. Exactement. Ouais, c'est important. Parce qu'on a commencé à travailler ensemble là-dessus, parce que toi, tu adores les nouveaux modèles et tu es hyper excité par tout ce qui va être différent de ce qui a été fait. Tu adores évidemment l'idée de travailler sur des grands lieux du festif. Et on a commencé à bosser ensemble pour craquer les lieux de 2020. Ouais. Et le 2020, c'est un petit rooftop pépite dans le 12e arrondissement. C'est un autre jardin suspendu, version, tu te souviens, pendant le Covid, on s'appelait, on se dit on fait quoi 15 jours avant la sortie du confinement, on se dit on y va évidemment. Évidemment, 15 jours pour le monter, ça t'a pas du tout fatigué, d'ailleurs, tu étais en pleine forme. Moi, a priori, début du mois de juillet, je pétais la forme, j'étais prêt pour le marathon. Non, mais c'est important, en fait, de remettre ce truc dans son contexte. Tu avais, si je peux me permettre, à ce moment-là, une dynamique très positive avec... aussi, et c'est un truc sur lequel j'aimerais qu'on revienne, beaucoup d'interlocuteurs. C'est-à-dire que moi, on s'est rencontrés pendant cette année 2019 compliquée, on peut le dire, mais qui finalement t'a aussi permis à toi de te positionner sur un marché auprès de plein d'interlocuteurs qui sont, eux, vecteurs d'opportunités immobilières, d'opportunités en tout genre d'ailleurs. Et c'est à ce moment-là... un Frédéric Lambert et une boîte enchantée qui est extrêmement sollicitée par des bailleurs, par des foncières, en tout cas par plein de gens qui ont envie de collaborer avec une marque comme celle-là, et un modèle à créer. Et moi, ce dont je me rappelle et ce dont je retiendrai du début 2020, c'est une difficulté à absorber l'intégralité des opportunités qu'on a. Mais là-dedans, on commence à arriver à dessiner... ok, ça peut être intéressant, ça peut être intéressant. On parle plus d'éphémère, on commence à parler de saisonnier, on essaye de structurer.
Et c'est là que petit à petit, il y a un moment où, tu vois, là, je vais nous dire ce que je dis d'habitude aux intervenants. On est mi-mars 2020, le président nous annonce que les portes se ferment. À ce moment-là, on bosse sur plusieurs projets qui sont censés voir le jour. J'ai plus le nombre exact, mais il y en avait quand même quelques-uns. Qu'est-ce qui se passe, Fred, dans ta tête à ce moment-là? Alors déjà, tu as raison de dire, parce que c'est un élément important dans la vie d'Enchanté, c'est que depuis le premier jour, on a eu deux choses qui étaient nos forces. Du monde qui vient sur nous, sur nos lieux, et deux, comme tu le dis, plein de sollicitations. Des promoteurs, des foncières, des bailleurs, plein de sollicitations pour dire « mais moi j'aimerais bien avoir un concept comme le tien chez moi ». Et ça c'est important parce que évidemment ça veut dire que ces deux éléments combinés, c'est ce qui fait la base et la force d'Enchanté et la raison de croire, nous, en notre avenir. Quand arrive le premier confinement, le président de la République s'exprime et il dit un truc que moi j'ai retenu, c'est « je ne laisserai tomber aucune boîte ». Et je trouvais, pour moi, en tant qu'entrepreneur, et je sais que c'est à la mode de le critiquer, le Macron, et que je ne fais pas ici de politique, je dis simplement qu'il a tenu sa parole. Il a tenu sa parole. Ça veut dire que concrètement, il a ouvert les banques, il a ouvert les PGE, il a ouvert les prêts garantis. Hein. C'est ça, les PGE. Il a ouvert En fait, il a tout fait pour qu'on se retrouve dans une situation où on n'est pas affermé. Ça ne veut pas dire qu'on est tous à la même enseigne, et ça ne veut pas dire que certains d'entre nous ne sont pas dans une merde colossale. Évidemment, je ne suis pas en train de dire ça. Juste, il a vraiment activé un nombre de trucs hallucinants, comme encore le fonds de solidarité là qui augmente. Évidemment qu'il y a plein de points en se disant mais on n'a pas de visibilité, on ne sait pas où on va, etc. Donc la première étape, c'était est-ce que je panique? Parce qu'on avait, je crois à l'époque, moi de mémoire, 5 projets en cours. Ouais. Donc est-ce que je panique parce qu'en fait, on était dans une stade où on devait ouvrir les projets, donc plus aucun projet ne peut s'ouvrir, et puis qui a envie d'investir alors qu'on est tous confinés dans un lieu de vie festif. Il faut quand même rappeler ça, c'est que le mantra de ce truc, c'est des images de gens tous agglutinés les uns sur les autres qui dansent avec leur verre de bière. Quoi. Donc, un modèle économique qui est basé là-dessus. Ça veut dire que si tu n'as pas des gens agglutinés les uns à côté des autres, tu as ton modèle qui ne tient plus. Et là, quand tu vas voir tes investisseurs ou ta banque pour dire « les gars, on investit dans ce modèle, hein, c'est le modèle de l'avenir ». Ouais, voilà, c'est là où tu regrettes de ne pas avoir créé Netflix dans ta vie. Et là, c'est d'un côté le moment de panique, dire qu'est-ce qu'on fait, on arrête tout. Et de l'autre côté, moi j'ai toujours eu cette foi en me disant mais attends, c'est le président, à un moment donné il dit qu'il va rien lâcher, il va ouvrir les solutions pour nous. Ok, ça on y croit, donc on règle le point d'un côté, on appelle nos banques, soutien hallucinant, et on a une banque dont la BNP Paribas, tu vois, je cite pas souvent les banques, mais juste toujours là, toujours présente, toujours à répondre. C'est assez scotchant, c'est assez bluffant. La BPI qui suit les projets des prêts garantis par l'État. Alors bien sûr, c'est un prêt, bien sûr, il faut rembourser, mais c'est quand même hallucinant. Résultat, ça nous permet d'envisager les projets de l'avenir. Et là, effectivement, on se dit, tous les projets qu'on avait en cours, on va les oublier pour l'instant, parce que soit ils vont pas voir le jour, soit on n'aura pas les financements. Et on repart de zéro. Et à ce moment-là, on a un appel d'Amerson. Ça te rappelle quelque chose? Non, pas du tout. Et Amerson, qui est une foncière commerciale, qui a 6 centres en France, qui est une très belle boîte anglaise. En France, pas énorme, 6 centres, mais des beaux centres, des beaux lieux. Et finalement, comme ils ne sont pas 150 centres à gérer en même temps, ils sont déjà dans la prospective de la sortie de crise et ils sont déjà dans l'innovation. Et ils nous appellent et nous disent, bon les gars, on est absolument persuadés qu'il y a un sujet à craquer autour de vos sujets. Est-ce qu'on pourrait le travailler ensemble? Et ensemble, on craque le modèle vraiment du premier food hall festif. Le premier, alors food court, food hall festif, on s'en fout du lieu dans lequel tu vas avoir à boire, tu à manger. Tu bois, tu écoutes de la musique, tu danses, tu fais des trucs. Ouais, un lieu de destination. Voilà, c'est ça. Un lieu de destination. Et c'est important pour nous parce qu'on est à l'opposé de... on prend un bail cher dans un lieu de flux. On s'en fout. Nous, on part du principe que si on n'arrive pas à faire venir les gens, c'est qu'il ne se passe pas un truc intéressant sur nos lieux. Donc, pas de sujet. Et c'est vraiment en travaillant pendant le mois du confinement, main dans la main avec eux, étape par étape, qu'on arrive à craquer le sujet qui, à notre opinion, est le sujet pour nous de l'avenir, des lieux en fixe. Comment doivent-ils être ? Comment doivent-ils, quel est le BP, comment il fonctionne? Et c'est ce lieu qu'on va ouvrir à partir de juin 2021, mais dont je suis sûr tu reparleras sur tes antennes. Effectivement, sûrement, à un moment ou à un autre. Mais d'ailleurs, on en parle avec d'autres acteurs qui font partie de ce projet-là aussi, entre autres Anthony de Père et Fiche et Julien de Mania. Ah, cool. Alors si je peux juste rebondir là-dessus, donc c'est quoi ce modèle, c'est quoi ce métier? Opérateur. On devient opérateur de food hall festif.
Et en fait, c'est un métier qui n'existe pas. C'est-à-dire quand quelqu'un a l'idée de créer un food hall ou un food court, un endroit dans lequel il y a plusieurs acteurs food et un bar central, la question qui se pose, c'est qui gère ça? Le mec qui gère, c'est le mec qui s'occupe de l'animation, du faire venir, du flux et de la communication. Nous, notre force, c'est les réseaux sociaux, c'est générer du flux. Opérateur de food hall ou de food court, c'est un métier qui n'existe pas en France. Et c'est ce métier-là que nous, on porte aujourd'hui. Et le modèle de ce métier-là, bon, en réalité, je le connais, mais je te pose quand même la question. Mais Léo, quel est le modèle? Alors, je peux te l'expliquer si tu veux. J'adorerais. Pour pouvoir supporter, parce que ce qui est important et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que dans le modèle d'Enchanté, il y a une grande part des investissements, des frais de développement, même du CAPEX, qui va être dédié à ce que toi t'appelles l'entertainment. Ça fait partie du modèle et c'est un des maillons ultra importants. Et pour pouvoir supporter tant de dépenses qui sont beaucoup plus élevées que celles d'un restaurateur classique qui potentiellement, je sais pas, va allouer 1 à 2% de son chiffre d'affaires à la communication et quelques opérations dans l'année. Là, on parle de beaucoup plus pour pouvoir justement générer du flux. Ce modèle-là, je suis en train de me perdre dans ce que je suis en train de dire. C'est ça le modèle. Voilà, c'est ça le modèle d'Enchanté. Et c'est de se dire, en gros, on se base sur le bar. Donc, pour pouvoir supporter tous les investissements liés à la programmation et liés à l'entertainment. Ouais. Et c'est ce modèle-là que tu prônes. Et au-delà de tout ça, il y a bien entendu la brique, et qui est non négligeable, d'opérateur au global. C'est-à-dire le chef d'orchestre de ce lieu-là pour créer une dynamique positive, intégrer les acteurs food et leur faire prendre part à l'aventure. C'est ça qui est extrêmement important et qui, mine de rien, va faire de ces projets-là des succès. C'est aussi ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le lis. C'est beau. C'est exactement ça. Ce qui est chouette, c'est que, comme on l'a vu sur Iconic, on intègre des acteurs, Père et Fiche, Little Baobé, Mania, qui sont les acteurs d'aujourd'hui. Ça veut dire qui intègrent la notion d'événementiel, qui intègrent ce qu'on appelle le show cooking, c'est-à-dire comment derrière ton stand, il se passe toujours quelque chose, une interaction. Et comme tu le dis, nous, on prend le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on se fout du design, on se fout de la déco, on se fout même de la carte. La seule question qu'on se pose d'abord, c'est qu'est-ce que va attendre la personne qui va rentrer dans notre lieu? Comment la promesse qu'on lui fait, qui est de vivre une expérience qu'il ne vit pas ailleurs, sera présente. Et sera présente donc dès le design. Donc quand on dit, bien sûr, on se fout du design, on s'en fout pas du tout, mais c'est justement une porte d'entrée. C'est pas du design pour se faire plaisir, c'est pas dépenser cher pour dépenser cher sur du mètre carré, mais c'est un lieu où la première des expériences, c'est déjà dans l'espace en lui-même. Là, on a trouvé une surface qui permettait, quand tu l'as filmé, d'avoir une impression de mouvement. Évidemment que c'est pour TikTok, évidemment que c'est pour les réseaux sociaux. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup plus que de mettre du carrelage blanc parce que ce fond-là va avoir une utilité. Et de la même façon, quand on va pousser jusqu'au bout, on va intégrer des notions de jeu à l'intérieur même du lieu, de jeu, d'entertainment, de choses qui vont permettre des interactions à nos consommateurs et qu'on va demander à tous les preneurs foot de faire partie de cette aventure. Il n'y a pas d'un côté l'animation et de l'autre côté la food. Il y a un seul et même ensemble et une seule et même dynamique. Donc chacun va arriver en ayant cette réflexion. Et ce qui est chouette, c'est que tous les acteurs que je citais ont déjà cette démarche-là. Donc oui, le modèle est là. C'est pour ça qu'il y a aussi le festif. Parce que c'est le bar aussi qui, bien sûr, est le modèle de rentabilité et qui permet de faire en sorte que ces lieux-là existent. Et pour qu'ils deviennent des lieux de destination, c'est assez simple. Il faut que chacun de nos consommateurs, quand il rentre, ait qu'une envie, c'est de partager l'expérience. Alors que soit la partager en parlant avec ses copains, en envoyant un WhatsApp ou en le mettant sur son Facebook, son Insta ou son TikTok, nous, on s'en fout. Mais il faut qu'il ait envie de la partager, cette expérience. Et s'il a envie de la partager, on a gagné et nos lieux marcheront. Magnifique, donc ça c'est premier confinement, la construction de ce modèle-là, et puis il y a quand même sur la fin du premier confinement une enclenche de discussion avec un nouvel interlocuteur qui nous permet d'embrayer sur le déconfinement que nous on appelle ici le déconfinement estival, le moment où d'un coup tout disparaît, Covid, tout ça, il n'y a plus rien qui existe. Le seul objectif, c'est la bringue, la teuf, voir ses potes, même si on est vite rattrapé par la triste réalité. Comment ça se passe pour toi? C'est quoi cette opportunité dont j'ai commencé à parler? Ça a été dingue. On l'a vécu ensemble, donc tu me diras si tu en as le même souvenir, mais ça a été un vrai bonheur. Vraiment, de redonner vie à nos lieux, de se relancer, de repartir, même si c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. On devait déjà switcher sur des lieux en fixe, mais le simple fait d'être présent, de refaire un jardin suspendu et d'avoir le succès qu'on a eu, c'est-à-dire la queue tout le temps, juste génial. Quel bonheur, quelle joie, on souffle. On s'attend pas à ce qui va arriver après, c'est sûr.
Alors on souffle, on fait vachement gaffe quand même, on limite la jauge, tu te souviens, au nombre de places assises, donc 850 personnes, personne debout, on demande le port du masque avant, on enlève le festif, donc on ferme à minuit pour que le minuit 2 heures dérape pas trop, parce qu'on peut pas contrôler 500 personnes qui dansent. C'est jamais exemplaire, évidemment, mais on est en plein air, donc forcément pas mal soutenu aussi par la mairie de Paris qui nous dit les gars, ça fonctionne, un lieu comme ça en plein air. C'est d'abord une dynamique auprès de notre équipe parce que Enchanté, c'est une équipe de gens ultra talentueux que je salue en ce moment même. Bonjour. Et qui sont juste dingues parce qu'ils ont une énergie de folie et pendant cet été-là, ils ont eu une polyvalence totale. Ils étaient capables de tout faire. Je te confirme. Donc, et donc ils ont dormi là-bas, quoi. Ils ont vécu là-bas. Et ils ont réussi à faire en sorte qu'en 15 jours, le site soit ouvert et que pendant 2 mois, ce soit constamment un lieu de vie festif. Et ça a relancé une dynamique au sein de nos équipes que je ressens encore aujourd'hui, qui est complètement dingue. C'est une envie d'aller faire bouger les lignes, d'aller révolutionner le truc et de dire mais c'est ça qu'on veut faire, on est sûr, on est dedans, c'est ça que les gens attendent. Il n'y a plus qu'à ouvrir les lieux. Et c'est moteur. Moi, je l'ai vécu comme évidemment épuisant. On est rincé à la fin de, surtout toi, à la fin du premier mois. Mais par contre, quel moteur, quoi. C'est comme si on mettait, pendant ce moment-là, et on a été parmi les seuls à avoir cette chance de pouvoir le faire dans nos secteurs, mais 2 moteurs de fusée, on les allume à fond et on y va parce qu'on a nos 2 lieux. Souviens-toi là-haut, il y avait 2 heures de queue tous les soirs pour pouvoir aller juste sur le rooftop. C'était canon, ça. C'était canon. Pour rappel, pour les gens qui ne connaissent pas, en gros, le jardin suspendu auparavant était donc porte de Versailles. La réserve collabore avec Enchanté sur les ouvertures de cet établissement. On se retrouve fin du mois de mai, tout début du mois de juin, avec une opportunité d'aller installer un nouveau jardin suspendu, mais cette fois-ci au Parc Floral, pavillon Chénet du Roi, qui appartient à GL Event. Et effectivement, à ce moment-là, ce site coche les cases des prérogatives sanitaires, donc 100% extérieur, avec assez de mètres carrés pour avoir une jauge de place assise assez grande, les distanciations respectées. Et tout ça se fait concrètement en 3 semaines et demie. 3 semaines et demie, aller trouver 850 chaises, 400 tables, monter 3 bars, toute la partie programmation, un énorme bar à jeux, de nouvelles activités, relancer la machine communication et se dire, OK, là, on est au Parc Floral, on est encore plus loin que la porte de Versailles, personne ne nous attend, la clientèle, on ne savait pas exactement ce que ça allait donner. Et effectivement, ça plus l'ouverture de là-haut, là, une toute autre logique. Mais moi, je te rejoins sur un truc, je me rappelle d'une chose, c'est le moment où les 2 projets ont été ouverts, et ça a ouvert à même pas une semaine d'intervalle, et qu'on s'est regardé et qu'on s'est dit, OK, ça, c'est fait. Sans savoir exactement si ça allait fonctionner. Bref, en tout cas, une période estivale qui n'était pas parfaite, mais au moins il y a eu concrétisation de projet. Pour rappel, contrairement à un exploitant classique, depuis octobre 2019, tu n'avais pas d'exploitation en cours, et c'est vrai que j'imagine que ça ne doit pas être simple. On a fermé la grande surface fin décembre 2019, mais effectivement, pas d'exploitation en cours, donc ça voulait dire, nous, concrètement, une année blanche, ou pas. C'était pas possible. Et je pense que je sais même pas si aujourd'hui, en termes de dynamique, on serait encore là. On aurait, tu vois, c'est là où je dis que ça nous a donné des fusées, c'est que ça a soudé l'équipe comme jamais. Parce que ce qu'on défend, nous, c'est simplement de donner un peu de sourire aux gens. Malheureusement, on sauve pas des vies, mais si jamais juste les gens passent chez nous, un sourire, mais quel bonheur. Et c'est ça qu'on veut faire vivre. Et l'énergie qu'il y avait cet été sur le jardin suspendu, avec des gens qui avaient un sourire jusque-là, on a sélectionné sous leur masque. Ou assis sans masque. Mais on a sélectionné ce lieu parce que on s'était dit, souviens-toi, pendant le Covid, on va avoir besoin de verdure. On n'en peut plus, on est enfermé pour la plupart dans nos petits appartements parisiens. Certains ont eu la chance d'être à la campagne chez leurs parents, beaux-parents, grands-parents. Mais globalement, on va avoir besoin de verdure, de se retrouver à ce moment-là. Et ça, c'est top. Et c'était né d'un alignement de planètes qui était du côté de GL Events, acteur, je crois que c'est le premier acteur mondial de l'événementiel. Donc c'est énorme. Plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui se retrouvent quasiment du jour au lendemain avec plus aucune activité, et en tout cas sur ces lieux, quasiment plus aucune activité. Donc finalement, OK, on s'en empare, et nous, je pense qu'on peut en faire quelque chose, preuve en est. Avec, bien sûr, rien n'est jamais parfait, mais quelle énergie et quel bonheur ce fut de le travailler. Je confirme. OK. Donc un été où finalement les choses se font, tu t'en sors tant bien que mal.
Maintenant, je sais de source sûre qu'actuellement tu n'as pas d'exploitation en cours. J'aimerais que tu nous parles un petit peu déjà des projets ou des projets qui sont en cours, et enfin de comment est-ce que, enfin, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, sachant qu'au moment où on tourne cette émission, on est sur la fin, on l'espère, si le 15 décembre se tient, sur la fin du deuxième confinement. Voilà. Où est-ce que tu en es, toi? Moi, j'ai hâte d'avoir ton émission sur. Alors là, on est à la fin du 10e confinement. Oh la vache. Et donc, quelle est l'énergie, les gars, et comment vous allez? J'espère pas. J'espère pas, parce que je pense que dixième confinement, même moi, j'aurais plus la force de le faire. Écoute, l'énergie qu'il a fallu pour relancer cette boîte, encore une fois, et sans donner de leçon d'entrepreneuriat, parce que chaque boîte, chaque entrepreneur est différent, mais quand je parle de persévérance, oui, et le deuxième mot, c'est peut-être l'agilité. Ouais. L'agilité, c'est la capacité à se réinventer dans des contextes qu'il nécessite. Mais pour ça, il faut une sacrée énergie. Parce que moi, j'ai plein de copains qui avaient des boîtes et qui ont décidé de les arrêter. Pas parce qu'elles n'avaient pas de potentiel à redémarrer, mais parce qu'en fait, ils en avaient marre. Parce qu'ils étaient fatigués. Et tu peux être fatigué à 20 ans, à 50 ans, à 70 ans, il n'y a pas de sujet. Ce n'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de dynamique. On s'est retrouvé aussi pour ça et l'envie de bosser parce qu'on a cette dynamique et cette envie d'aller bouger les lignes. Et ce qui est fou, c'est que nous, on s'est rendu compte que, et pardon de le dire comme ça parce que je sais que je suis ici en face de toi et que tu vois beaucoup de gens qui sont dans des situations compliquées, mais nous, aujourd'hui, il y a un effet d'aubaine. Un effet d'aubaine autour de la Covid qui est très simple, c'est que énormément de lieux ont besoin de drainer du flux en sortie de crise. Et pour drainer du flux, il faut arriver à créer de nouvelles expériences et évidemment, l'une de celles-ci, c'est d'arriver à créer des lieux comme les nôtres. Des lieux autour de la food dans lesquels on vient s'amuser, nos fameux lieux de grands food halls festifs. Donc si tu veux, nous, on a toujours été sollicités, ok, mais là tout d'un coup on devient sollicité avec un modèle qu'on commence à craquer avec Emerson et qui est celui sur lequel on est contacté aujourd'hui énormément par tous les acteurs de la place pour dire mais moi j'ai besoin d'un opérateur pour un food hall festif et j'ai besoin de créer un espace comme ça. J'ai en tant que foncière commerciale des milliers de mètres carrés disponibles. Comment je fais ? Et est-ce qu'on est capable de créer ensemble un projet? Alors, je n'ai pas la réponse à tout, ni à tous les milliers de mètres carrés disponibles, mais en tout cas, nous, parmi notre approche et dans nos réponses, il y a ça. Donc, la période est assez dingue parce qu'on bosse 18 heures par jour. Et actuellement, c'est un boulot phénoménal parce qu'on est en train de choisir, parmi tous les projets qui nous sont proposés, on est en train de choisir ceux qu'on estime être les plus intéressants dans notre développement. Donc les projets qui vont nous permettre d'avoir le passage de l'éphémère en fixe, avec Iconic qu'on va ouvrir le 1er en juin, et les autres qui vont arriver, qui sont des projets dingues. Je ne peux pas encore les dévoiler là, maintenant, tout de suite, mais ça va être des projets fous parce que on s'est toujours dit que plutôt que d'ouvrir 10 projets n'importe comment, ce qu'on a appris aussi de tout ce qui s'est passé, c'est on va le faire par étapes, mais on va le faire bien et on va choisir les projets qu'on estime être les plus porteurs et les plus générateurs. Et le coup d'accélérateur pour nous, il est maintenant. Donc, on est en train de préparer toutes les ouvertures de 2021. Et ce qui est génial, c'est que là où, premier confinement, il y a une vraie marque d'intérêt, on se dit oui, il y a un sujet. Le second confinement, c'est le coup d'accélérateur de tous nos interlocuteurs qui disent c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut qu'on y aille, c'est maintenant qu'il faut qu'on ouvre ces lieux. Donc, on ne sait bien sûr pas quand on va pouvoir in fine les ouvrir. On espère pouvoir les ouvrir en mai 2021 ou juin 2021. Mais en fait, on va y aller quoi? C'est-à-dire que si in fine c'était septembre, et ben c'est septembre. Mais quoi qu'il arrive, on va les ouvrir. Et quoi qu'il arrive, on est persuadé que c'est pour nous le bon moment pour un acteur comme le nôtre pour émerger. Donc, in fine... un optimisme débordant, Oui. Comme toujours. Je souligne que tu es peut-être le mec le plus optimiste de cette planète. Et ce qui est vachement bien, et ce qui est très plaisant. Je sais pas, ça peut rimer avec connerie parfois aussi. Je sais pas si c'est une bonne chose. Le mec, tu sais, c'est l'imbécile heureux. Il est toujours content. C'est bien ça, mais il est toujours content. Hé mec, on est confiné. C'est génial. C'est canon ça. On est déconfiné. Mais c'est vachement bien aussi. Toujours content. Exceptionnel. Toujours content. Et bah ouais, mais cet optimisme-là quand même, c'est moteur dans une phase parce que je sais pas évidemment comment chacun le vit, mais moi d'être confiné dans mon appartement enfermé, etc., mais quel enfer. Un peu envie de taper aussi sur mes enfants, les pauvres. Donc c'est quand même des moments. Là, ça va, ils peuvent pas regarder, ça peut pas. Non, sur YouTube, tu sais, ils regardent Norman. T'es pas encore au niveau de Norman. C'est vrai. Tu le sais. Norman, c'est ringard, laisse tomber, ils sont sur quoi maintenant? Cyprien, non, c'est trop vieux ça. Putain. Je suis pas au goût du jour. Bref. Ce dynamisme-là, c'est ce qui va nous faire ouvrir les années-là. Nous, on est déjà en train de travailler sur notre plan 2021, 22, 23.
Ce coup d'accélérateur, il faut aussi qu'on le gère bien parce que la chance qu'on a dans toute cette histoire, c'est que nous, à date, on n'a pas de lieu. Donc ça veut dire que toutes les galères qu'on va avoir de gestion de loyer, d'assurance, etc., baf, elles sont mises de côté. On n'a pas de problème sur la partie financement, on a des actionnaires, les banques sont là, super. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose, c'est dérouler cette fois-ci dans le bon sens avec les projets auxquels on croit. Go. Je ne peux que te le souhaiter, Fred. Je retiendrai agilité, persévérance. Et imbécile heureux ou pas? J'allais dire imbécile heureux et pas optimisme. Merci en tout cas merci beaucoup de ta participation. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce plateau-là. Non pas Tu parce peux le dire que tu n'avais pas le choix, non? Voilà. C'est pas parce que tu peux dire que je t'ai menacé, non? Non. T'as insisté fortement et lourdement. D'ailleurs, on fait coucou à celui qui devait passer à ta place, à qui t'as pris la place. Du coup, j'ai 2 dernières questions, Fred, qu'on pose à tous les invités de Tomorrow Food. La première, c'est si 2020 était un plat, ça serait quoi, Frédéric Lambert? J'aurais dû préparer là. Alors moi, c'est pas le contenu, c'est le contenant. Donc si c'était un plat, ce serait une assiette pop rose, un verre qui fait des bulles, tu vois, que tu peux allumer juste en dessous, parce que nous, ce qu'on veut, c'est des contenants qui soient vraiment fun. Et à l'intérieur, tu as un glaçon, tu sais, qui fait des lumières LED. Oui, c'est ça. Oui. Et dans ta nourriture, tu as potentiellement 2-3 trucs aussi qui croustillent, qui sont un peu rigolos. Ok, très bien, ça va être difficile de l'imager, ce truc-là. Ok, et ma dernière question, c'est si là, on pouvait accueillir n'importe qui, même quelqu'un qui a vécu dans une autre époque, il n'y a pas de frontières, qui est-ce que tu aurais aimé avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau? Ben non, attends, c'est Guillaume Sanchez, non, qui arrive juste là. Donc c'est forcément Guillaume Sanchez que je rêve d'accueillir. Ok, eh ben, écoute, il est pas encore là, mais ah non, alors putain, laisse tomber. Ah non merde, s'il vous plaît. Non, il est pas encore là. Pour le coup, c'est exceptionnel. J'ai fait une blague sur quelque chose qui n'existait pas. Tu as réagi là-dessus. C'est pas bien grave. On va s'arrêter là-dessus, Fred. C'est la meilleure fin d'émission depuis le début de Tomorrow Food. Je te remercie encore une fois pour ta venue dans l'émission. Je te souhaite plein de courage et de toute façon, nous on se retrouve très vite pour les prochaines ouvertures d'Enchanté. Yes. À très vite. À très vite. Ciao.